Bonjour Laurence Durieux, vous êtes Bonjour. la petite nièce de Germaine Richier et l'auteur de cette bande dessinée qu'on va voir à l'écran, La femme, Germaine Richier, La femme sculpture, une bande dessinée écrite en collaboration avec Sandra Tosello, des dessins d'Olivia Sautreuil. Vous n'avez pas connu de son vivant Germaine Richier puisqu'elle est décédée en 1959. Quel est néanmoins votre premier souvenir d'elle? Est-ce que vous la connaissez à travers une sculpture ou est-ce que c'est à travers des conversations en famille? Mon premier souvenir, ma première rencontre, c'était à Marseille, dans l'appartement de ma grand-mère. Il y avait la tauromachie à l'entrée. Et c'est vrai que ces sculptures sont comme des personnes vivantes, en fait. Et dès qu'on entrait dans cet appartement, même s'il était vide, il était habité. C'est une sculpture grande? Quelle taille avait-elle? C'est assez grand, oui. Ça représente... il y a un crâne de taureau. Elle était assez fascinée par les squelettes, les ossatures. Et il y a un personnage dont la tête est le pic du gardien. Donc les hommes qui gardent les troupeaux de taureaux et de chevaux de sa Camargue, de sa Provence natale. Et voilà, elle avait planté ce pic au sommet de la tête du torero. Alors, elle vient effectivement du sud, de la Camargue. Dans quel milieu elle évolue? Au départ, elle n'est pas du tout destinée à devenir artiste, sculptrice, pas du tout. Hein. Oui, elle naît dans un milieu complètement étranger à l'art. Elle grandit dans une famille aimante, patriarcale aussi, qui vit de la terre. Ils sont minotiers, ils sont viticulteurs. Les minotiers, qu'est-ce que c'est, les minotiers? Ils cultivent le blé, la farine. Sa mère a des moulins au bord du Lèze, près de Montpellier. Et ils vivent aussi de l'huile d'olive. Son père, à un moment, est associé dans une petite épicerie qui fait des confiseries d'olives. Et donc, elle naît à Grance, un petit village. Et quand elle a 2 ans, la famille déménage à Castelnau, donc sur les bords du Lèze. Comment elle vient? Donc, c'est un milieu donc rural, c'est la campagne, le sud. Comment elle vient à la sculpture? Comment elle rentre en contact avec cet univers artistique? Elle rencontre l'art, elle a 12 ans, dans le cloître de l'église romane de Saint-Trophime, avec toutes ses figures. Mais auparavant... elle se nourrit de la nature. Elle préfère arpenter la garrigue. Oui, elle n'aime pas trop l'école et elle adore se promener, elle adore glaner, hein, c'est ça hein? C'est vrai, c'est une vraie glaneuse. Elle collectionne les insectes, les cocons de vers à soie, toutes les bestioles qu'elle peut scruter à la loupe. Et toute sa vie, elle sera habitée par ce monde. Et toute sa vie, je pense, elle conservera toutes ses sensations d'enfance. Très forte. Effectivement, d'ailleurs, au Centre Pompidou, où il y a donc cette très très belle rétrospective, ce qui est très beau et très intéressant, pas toujours montré, on voit des objets qu'elle avait dans son atelier. Donc on voit effectivement des os de sèche, des morceaux de bois. Des squelettes de chauve-souris. Elle se nourrit vraiment de ce qui l'entoure. Donc c'est une jeune femme qui a beaucoup de détermination, beaucoup de caractère, qui veut se lancer dans la sculpture. Comment ses parents réagissent à l'époque? Plutôt mal, ils sont inquiets. Le milieu de l'art les effraie, surtout pour une femme. Et c'est vrai que Richier, c'est aussi un tempérament, c'est une affranchie, c'est une pionnière. Et elle est une détermination trempée... à l'acier. Exactement. Et elle arrive à faire les beaux-arts, elle arrive à monter à Paris. Et puis voilà, elle va avoir une reconnaissance assez fulgurante. Alors effectivement, vous le disiez, donc là on va resituer dans le temps, on est plutôt dans les années 20, elle monte c'est bien ça, hein, oui. Elle monte à Paris et elle fait la rencontre d'un grand sculpteur qui va la prendre comme élève, qui est Antoine Bourdelle. Oui, Germaine Richier, c'est une instinctive. Elle est chez son frère, donc mon grand-père à Marseille, et elle tombe en arrêt devant les bas-reliefs d'Antoine Bourdelle. Elle sait à peine qui il est, et elle décide qu'il sera son maître. Elle vient de terminer les Beaux-Arts à Montpellier. Elle était très heureuse, mais elle veut plus. Et donc elle décide qu'il sera son maître, et elle arrive à Paris.
Et Bourdelle est un grand professeur. Qu'on a peut-être un peu oublié, ce n'était pas un nom très connu du grand public, on va dire. Mais il y avait une quarantaine de nationalités dans son atelier, autant de femmes que d'hommes, mais il est âgé, il ne veut plus d'élèves. Et elle arrive à le persuader et elle devient sa dernière élève chérie, en fait. Sa dernière élève particulière, dans son atelier. Lui-même a travaillé avec Rodin, hein, c'est bien ça. Oui, il a été praticien de Rodin. Praticien, ça signifie assistant, voilà, ils peuvent faire des agrandissements, préparer des blocs de pierre. Enfin, c'est vraiment l'assistant dans l'atelier. Alors, ce que j'ai découvert à travers l'histoire que vous racontez à travers la bande dessinée que vous publiez, j'ai découvert que cette jeune femme, Germaine Richier, connaît une reconnaissance très rapide, et fulgurante. Hein. Oui, ça va très vite et sans difficulté apparente, entre guillemets. On n'est pas dans l'artiste maudit du tout. Pas du tout. Rapidement, elle a une première exposition personnelle à Paris. En 1937, son Loreto est acquis par l'État. Son Loreto, c'est la sculpture d'un petit jeune homme. Premier grand nu, voilà, c'est le nom très du modèle. Gracieux. Hein. Richier travaille sur modèle vivant, elle a l'amour du corps. Et elle est la première femme à décrocher le prix Blumenthal, qui était un prix très important à l'époque, avec un buste qui est exposé à New York. Et c'est vrai que, oui, elle a un parcours fulgurant et très lumineux, en fait. Elle est la première femme à être exposée au Musée national d'art moderne en 1956, la même année qu'Henri Matisse. C'est la consécration. C'est étonnant, hein, ce parcours, d'autant plus que c'est une femme et à l'époque, pas si lointaine, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les femmes d'exister sur le plan artistique notamment. Hein. Oui, mais elle s'affranchit de ça. Elle est vraiment... le monde dominé par les hommes n'est pas un sujet pour elle. Elle ne se plaint de rien. Elle trace son chemin envers et contre tout. Qu'est-ce qui plaît dans son travail? Comment il est perçu? Pourquoi ce succès? C'est un travail qui a bousculé la sculpture, qui touche à l'intimité, à nos pressions, au mystère que chacun porte en soi, aux tensions, aux fragilités, à notre résistance face au chaos. Et c'est aussi un travail qui saisit l'humain dans sa vérité et dans la globalité du vivant. L'humain est à la croisée des mondes animal, végétal, minéral. Et c'est un travail aussi qui résonne avec... qui s'affranchit des siècles et du coup qui est très très atemporel. Est-ce que elle a traversé, bien sûr, elle a vécu la guerre. Alors elle l'a vécu d'une façon particulière parce qu'elle l'a vécu en Suisse. À l'époque, elle est mariée avec un Suisse et au moment du déclenchement de la guerre, eh bien, elle est sur ce territoire et du coup, elle y reste. On sent que Hiroshima, les camps de la mort, Auschwitz ont résonné très fortement en elle. C'est sûr qu'il y a un avant et un après le conflit mondial dans son travail. Mais ce qui est formidable dans l'exposition du Centre Pompidou et qui va après aller au musée Fabre à Montpellier, c'est que justement, il ne s'arrête pas à cette lecture qui était un petit peu l'unique lecture par rapport à son travail. Auparavant, vous voulez dire, oui, c'est ça? C'était vraiment situé comme un travail d'après-guerre, alors qu'on voit très bien que dans sa sculpture, il y avait toutes les prémices de l'hybridation bien avant les années 45. C'est vrai que à partir de 44-45, son modelé devient très bouillonnant, traversé par de la lumière, scarifié, vivant en fait. C'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, elle tutoie différents mondes, elle a une vision, on dirait peut-être un peu animiste. Complètement. C'est juste comme terme? Pour elle, tout est sacré. Elle avait une foi dont elle ne parlait pas, la vraie foi on en parle peu, mais c'est vrai qu'elle pouvait voir, pour elle un caillou était aussi sacré qu'une brindille ou qu'un scarabée. Et effectivement, elle tutoie le monde humain, le végétal et le minéral. Avec l'importance de la nature, comme on le disait, oui. Il y a notamment une sculpture qui est très importante, hein, qui s'appelle la sauterelle. Hein, oui. Peut-être est-ce que c'est sa sculpture fétiche, peut-être ou... Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est une sculpture très importante, parce que c'est la première fois qu'elle mêle l'humain et l'animal. Et c'est une sculpture
d'une femme vraiment à l'affût, à l'attaque. Et Germaine Richier, c'est la sculpture du mouvement, de la vie. Et ce qui est très touchant, c'est que pour sa dernière sauterelle, parce qu'il y en a eu 3, elle fait des agrandissements qu'elle modifie à chaque fois. Et la dernière, elle l'a fait en préparation de la Enfin, c'est pas une rétrospective parce qu'elle est trop jeune en 54 au Musée d'Art moderne. Quand elle prépare, à 54 ans, elle a, voilà, en 1956, et elle trace un petit cœur dans la paume de la main de la sauterelle comme un signe protecteur. Sa matière favorite, elle travaille beaucoup. C'est la terre, vraiment. C'est la terre. Oui, une terre qui monte comme un arbre. Et voilà, et elle se nourrit de ce qui l'entoure, des matériaux assez pauvres. Sans cesse, elle se renouvelle sans cesse par rapport aux matériaux. Elle utilise la filasse qu'elle trempe dans du plâtre, qui est la filasse, qu'est-ce que c'est ? Un matériau pauvre que les plombiers peuvent utiliser pour réparer des fuites. Elle va travailler le plomb qu'elle va fondre elle-même. Elle va expérimenter la gravure. Elle va faire des sculptures avec des fils, une manière de dessiner l'espace. Il y a une expression que j'aime bien, c'est une dynamo. Elle marche à la dynamo, Germaine Richier. C'est-à-dire, elle retrouve aussi un peu ce côté glaneuse qu'elle a de son enfance, de se servir des choses qui l'entourent. Exactement. Et parfois des choses même des matériaux modestes. Complètement, oui. Elle a aussi l'amour des vestiges du temps. Elle convoque des modèles jeunes, musclés, magnifiques, mais aussi des modèles où les morsures du temps sont... Notamment cet homme Nardone, qui est un homme italien des Abruzzes, si je me souviens, qui a un corps assez massif. Massif, très primitif, qui avait posé pour Rodin, que Bourdelle avait déniché pour Rodin, d'ailleurs, à la recherche de nouvelles inspirations. Et elle adore cet homme. Qui est pour elle, l'un des plus bels hommes du monde. C'est ce qu'elle dit. Exactement. Et quand elle a cette commande d'un grand Christ pour le chœur d'une église, elle convoque d'abord Nardone. Après, elle va convoquer Liraud, qui est un homme filiforme. Mais c'est vrai qu'elle a besoin de cet homme primitif qui descend des siècles. Oui. Alors vous évoquiez, j'allais y venir justement, cette commande que lui ont passée les curés de Notre-Dame des Grâces, c'est ça ? Notre-Dame de Grâce, toute Grâce, sur le plateau d'Assy. Alors, qu'est-ce qu'on commande à Germaine Richier et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous voulez nous raconter cet épisode ? On commande le Christ pour le maître-autel. Donc c'est la première fois que l'Église commande un Christ d'un maître-autel à une femme. Et Richier travaille comme pour toute sculpture, c'est-à-dire avec le compas, les fils à plomb. Elle convoque des modèles et elle propose une petite maquette. C'est la première fois qu'elle fait une maquette. D'habitude, un petit crowbar suffit, elle se jette dans la sculpture. Et elle propose ça au curé. Et tout de suite, elle trouve le parti pris d'un Christ concave, hybride, puisqu'il va se confondre avec la croix. Avec la croix, oui. Voilà. C'est donc un Christ très filiforme qui se confond avec la croix dans le sens horizontal et vertical. Et qui est concave, donc penché vers les fidèles. Et l'idée est tout de suite acceptée. L'église est consacrée par l'évêque d'Annecy. Et quelques mois après, un des curés, donc ce sont des dominicains qui ont passé commande, acteurs du renouveau d'art sacré, sont invités à une conférence justement sur qu'est-ce que cette église d'Assy en Haute-Savoie apporte au renouveau de l'art sacré. Et en fait, là, il est attendu par un petit groupuscule de catholiques intégristes qui distribue un tract et qui crie au blasphème. Et ça a été un gros scandale à l'époque, un gros scandale. Qui a fait la une des journaux. Exactement. Ce petit groupuscule a fait une tache d'huile, a été soutenu par le Vatican, et le Christ a fini par être déposé, c'est le terme, et il a commencé une errance de longues années. Il a été remis à sa place 10 ans après la mort de Germaine Richier. Donc il a disparu pendant combien de temps de son église, ce Christ en croix, alors, vous diriez ? Il a disparu, je crois, en 52. Il a été remis en 69, pendant la semaine de Pâques, d'ailleurs.
Et le regard aujourd'hui sur ce Christ est plutôt reconnu. Même à l'époque. Hein. Même à l'époque, en fait, une grande partie. Le scandale est venu des gens qui n'avaient pas vu ce Christ. Juste une photo est parue dans la revue de l'Art Sacré que dirigeaient ces pères dominicains. Après, il a été énormément défendu par les paroissiens qui aimaient ce Christ. Parce qu'ils s'en sentaient proches, hein, c'était exactement. C'était leur terme. Une église qui a été construite pour des sanatoriums. Et donc, les patients partageaient la douleur de ce Christ. Et c'est vrai qu'il a été évidemment défendu par une grande... aussi attaqué que défendu. André Malraux disait que c'était le seul Christ devant lequel on pouvait prier. Germaine Richier, je dois vous avouer, Laurence Durieux, je la connaissais très vaguement. Je découvre en vous lisant que ça a été une grande artiste de son vivant, célébrée, reconnue en France, mais à l'international. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été un peu oubliée? Pourquoi Oui, vous n'êtes pas la seule à la découvrir ou à la redécouvrir. Il était temps. En fait, elle meurt jeune, elle a 57 ans. Et quand elle meurt, elle n'est pas portée par un grand marchand. Et c'est vrai que de son vivant, elle incarnait tellement sa sculpture qu'elle a eu une vie d'artiste heureuse. Et même si tout n'était pas facile, hein, et que les fondeurs, il fallait les payer. Mais c'était vraiment... elle était exposée partout dans le monde. L'année de sa mort, en 59, elle est la seule femme à être exposée au MoMA, à New York, parmi Jackson Pollock, Giacometti. Oui, c'est un itinéraire Bacon, incroyable. Hein. Voilà, Dubuffet. Et c'est vrai que sa mort précoce n'a pas casse en fait la dynamique, c'est un peu ça. Oui. Ouais. Et puis c'est vrai qu'elle n'a pas été portée... Elle n'a pas été relayée par un agent ou un marchand. C'est l'occasion donc de redécouvrir cette grande artiste. Pourquoi, juste un tout petit mot, pourquoi avoir choisi la bande dessinée comme support pour parler d'elle? On m'a proposé. D'accord. Mais finalement, je suis ravie de l'avoir fait. Merci Laurence Durieux d'être venue nous parler de Germaine Richier. Je rappelle le titre de votre bande dessinée qu'on voit, Germaine Richier, la femme sculpture, que vous avez coécrit avec Sandra Tosello avec des dessins de Olivia Sautreuil. Et puis, je rappelle le titre aussi d'une biographie que vous consacrez à Germaine Richier, votre grande-tante, L'Ouragan. C'est aux éditions Fage. On le voit également là à l'écran. Vous êtes allé à la rencontre de ceux qui l'ont côtoyée, comme son assistante, d'être replongée dans sa correspondante. Merci à vous d'être venu. L'économie peut-elle avoir une conscience? C'est notre thème à présent. Bonjour Alexis Rostand. Bonjour. Vous êtes diplômé d'HEC, spécialiste de l'investissement, enseignant également, et auteur de ce petit livre que j'ai dans les mains et qu'on va montrer à l'écran. Ça s'appelle « L'économie, science barbare, point d'interrogation, une philosophie de l'investissement » et c'est aux éditions Baleine. Alors, Alexis Rostand, beaucoup de choses dans votre livre, mais d'abord pour démarrer, ces dernières années, et là même récemment sur la retraite, on en parlait en début d'émission, il y a beaucoup de questions de la perte de sens dans le travail, dans le domaine financier, depuis les crises de 2008, de 2020. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, de crise morale ? Certainement, oui, certainement. On parle beaucoup de crise protéiforme, enfin crise de l'économie, crise de la dette, crise du sens, et en effet, je pense que un des propos de mon livre, enfin l'objet de recherche, c'est justement de suggérer des outils de réponse à cette crise morale. Et pour ça, en partant d'un premier constat qui, moi, en tant qu'enseignant, m'a animé dans l'enseignement les cours que je propose, c'est qu'assez paradoxalement, alors que, en effet, les étudiants, notamment les jeunes générations actuellement, sont animés par une quête de sens assez radicale parfois, paradoxalement, ils disposent assez peu d'outils, ce qu'on appelle d'outils moraux, enfin disons de références conceptuelles, ce qui tient au fait que ce qu'on appelait les humanités, la culture générale, progressivement étaient un peu délaissées, voire négligées dans les cursus éducatifs. Et voilà, et donc un point de départ de ma réflexion, de ce petit cours dont le livre est une résultante, c'est d'essayer de revenir aux sources de la morale, de la philosophie, et pour justement suggérer des pistes de lecture et des outils de recherche de sens à ces étudiants en particulier, quoi. Alors on va y revenir dans le détail avec vous. D'abord, Alexis Rostand, un petit mot sur votre livre. Vous utilisez le mot barbare, l'économie, science barbare. C'est un mot qui peut sembler brutal. Vous l'utilisez ici dans un sens très précis. Oui, tout à fait. Alors j'ai
l'origine de ce terme, qui en effet est assez choquant, hein, même dans le titre. Elle se trouve dans 2 livres par lesquels je commence mon propos. Un premier livre de Jean-François Mattei qui s'appelait La barbarie intérieure, et dans lequel Jean-François Mattei fait une sorte de travail assez complet sur le phénomène de la barbarie, qui n'est pas le barbare au sens on l'entend classiquement, c'est-à-dire l'envahisseur qui vient tout saccager, mais qui est en fait soi-même le souci, d'une certaine manière, le souci de l'âme, et ce qu'il appelle la dissociation de l'être. Et donc est barbare, l'être un peu dissocié. Et par exemple, pour être très, très pratique, l'étudiant en fin de cursus qui cherche un sens à sa vie, à sa démarche, notamment en matière d'investissement, mais qui est face à une sorte de fragmentation de son propre être, enfin qui a du mal à mettre du sens dans son agir économique. Et donc est barbare, l'être dissocié, c'est-à-dire finalement l'être, nous tous, qui a un peu perdu le sens de l'âme et de l'unité, qui est une sorte de synonyme. Et l'autre livre par lequel je commence également est un livre qui m'avait pas mal marqué, que j'avais lu il y a 10 ans, d'Alan Bloom, qui est un philosophe, un professeur de philosophie américain, qui avait écrit un livre en français traduit L'âme des armées, et qui justement déplore un peu la disparition des humanités, des références classiques dans les cursus éducatifs, et qui contribue de son point de vue à cette barbarie, c'est-à-dire à la production d'êtres un peu autoréférencés et un peu coupés des racines morales et anthropologiques. Voilà, alors, coupés des racines anthropologiques et puis dissociés, ça c'est justement la façon dont vous décrivez l'économie au début de votre ouvrage. Vous dites que l'économie est devenue une sorte de dialecte auquel plus personne n'y comprend rien. Pour quelle raison exactement? À cause de cette dissociation justement? Il y a plusieurs raisons. Cette dissociation est en quelque sorte une résultante, mais il y a probablement un facteur prédominant qui est le fait que l'économie s'est affirmée comme une science quasi autonome, et elle l'a fait d'autant plus volontiers qu'elle est considérée comme étant une discipline à succès. Enfin, nous tous, nous devons d'une certaine manière notre bien-être au succès des lois économiques, et voilà. Et à partir de ça a sans doute favorisé cette logique un peu autoréférentielle, purement technicienne, qui fait que l'économie assez progressivement s'est coupée finalement de la logique et de la philosophie dont elle était pourtant issue. Donc en effet, cette économie science maîtresse a, probablement par en quelque sorte péché d'orgueil, c'est pensé comme une science quasi parfaite, traversée par la référence à des modèles mathématiques. Et voilà, ce petit travail de mise en perspective historique vise très modestement à essayer de remettre les choses en perspective et la rattacher à ses racines initiales. Oui, vous vous rappelez que la finance, l'économie, ce n'est pas une science exacte, justement. Ah, tout à fait, ça l'est d'autant moins que je pense que c'est une citation que je prends d'un des économistes que je cite de l'école autrichienne, qu'on ne peut pas faire d'expérience en laboratoire avec des hommes, que l'avenir n'est pas sûr, et qu'on ne peut pas, on ne peut pas plaquer des modèles mathématiques sur des agirs économiques. Donc l'économie est d'abord une science de l'action, et elle implique la personne dans son intégralité, qui est un adjectif que je emploie assez souvent. Et donc en effet, elle ne peut pas considérer l'homme comme un pur robot, et d'où la nécessité d'essayer d'appréhender l'homme dans toute son intégralité et dans sa dimension personnelle, anthropologique, morale. On va revenir à cette idée d'intégralité parce qu'elle est centrale dans votre livre. Alexis Rostand, vous remontez tout d'abord dans votre ouvrage, et j'aimerais vous entendre là-dessus, à l'origine de l'investissement. Vous rappelez avec Benjamin Graham que l'investissement, c'est différent de la spéculation, ce n'est pas la même chose. Ah, tout à fait. On revient aux bases. Mais... Oui, tout à fait. Et alors, encore que c'est pour suggérer le débat, mais en effet, chez Benjamin Graham, ce que je conteste un peu après, il dissocie complètement, il distingue l'investissement, qui est classiquement considéré comme le fait de discerner, de prendre le temps pour investir sur le temps long, ce qu'en investisseur on appelle l'investisseur value, de la spéculation qui au contraire se focalise sur le court terme et l'arbitrage pour tirer parti d'une défaillance de marché. Donc en fait, classiquement, on oppose les deux. Or, fondamentalement, et j'en reviens en effet au grec, le terme de spéculation, spéculo, c'est l'homme qui voit loin. En grec, c'est la tour. Et chez Aristote même, par lequel je débute la partie philosophique du livre, il y a déjà une considération de la spéculation au sens intellectuel. Puis après, il y a toute une filiation chez les scolastiques, de la spéculation qui est avant tout la recherche de sens. Donc assez paradoxalement, là on considère que la spéculation s'oppose au véritable investissement. Si on en revient aux sources, on peut trouver cette lecture qui consiste à dire qu'au contraire, la spéculation c'est d'abord le souci de l'âme.
avant d'être l'arbitrage sur les marchés à court terme. Une autre peur que l'on entend très souvent aujourd'hui, c'est cette crainte de l'effondrement de la société. Alors là aussi, vous rappelez que c'est une peur, en tout cas une réflexion ancienne. Vous citez les travaux de Joseph Tinter. En 1988, il a carrément étudié l'effondrement, ce qui ne date pas complètement d'hier, avec un point commun, notamment, c'est l'énergie. Tout à fait. Et alors, il y a une partie du livre, et puis même plus généralement, la philosophie, si on prend Montaigne, c'est apprendre à mourir. Et il y a dans tout questionnement métaphysique le sens de la fin dernière, le sens de sa propre finitude en tant qu'homme et en tant que société. Et en effet, il y a un thème qui, moi, m'a beaucoup intéressé toujours, et qui d'une certaine manière, retrouve aujourd'hui une forme de résurgence dans l'investissement responsable, dans le souci d'intégrer les externalités négatives dans le calcul et dans tout ce qu'on appelle la finance climatique, le fait d'être confronté à, là encore, une autre crise, qui est la crise énergétique. Et donc le fait de se référer à Tinter et à quelques autres historiens, je trouve ça intéressant parce qu'ils étudient des variétés d'exemples de civilisations qui se sont effondrées pour essayer d'en déterminer les causes et la matérialisation des phénomènes. Et en effet, chez Tinter, il y a cette loi qu'il extrait, qu'il formalise du rendement marginaux décroissant, où il dit, pour simplifier, qu'au-delà d'un certain degré de complexité de n'importe quel système, le système absorbe tellement d'énergie qu'il s'effondre. Et sauf à trouver une source d'énergie alternative abondante, la société est condamnée. Et en effet, donc ça il l'a écrit en 88, ça a été retraduit en français, et puis il analyse toutes les sociétés des Mayas, évidemment à l'Empire romain, et il y a des grosses tentes qu'il arrive à tirer de ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est très, très pertinent, très actuel, parce qu'on sent tous qu'on est un peu confronté à la fin d'un système probablement hyper consommateur d'énergie, qu'on anticipe une fin de l'abondance sur laquelle on a vécu pendant des années, et donc ça pose naturellement des problèmes moraux. Et un des problèmes étant évidemment la fin, l'effondrement possible de notre système, ce que l'investissement responsable veut en quelque sorte conjurer. Alors vous citez les travaux de ces historiens, vous expliquez la teneur de leurs travaux, et puis vous faites le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, notamment avec la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on manque de recul pour analyser ce qui se passe sous nos yeux au quotidien ? On manque de connaissances de l'histoire. Par définition, on manque de recul sur nous-mêmes. Et ceci dit, une des vertus du temps long de l'interrogation philosophique, c'est d'essayer de mettre en perspective sur des durées très, très longues et d'élargir le champ de vision. Donc très certainement, on manque d'une compréhension globale des phénomènes, mais néanmoins, il y a un mérite à s'interroger sur notre propre destinée. Et il y a par ailleurs, probablement à travers, là encore, de l'enseignement qui a consisté au profit de favoriser des enseignements purement techniques au détriment de la culture générale qui, elle, justement, a comme mérite de mettre en perspective des grandes interrogations. La fonction des humanités, de la culture générale, de la connaissance historique, c'était toujours d'arriver à se placer comme un individu qui est une chaîne dans un maillon historique, qui est issu d'une tradition de situation préexistante, et donc d'essayer de comprendre par le passé ce qui éclaire notre avenir. Donc en effet, il y a une difficulté intrinsèque à véritablement se situer dans le temps, parce qu'on est prisonnier par notre contingence en quelque sorte, mais il y a une vertu dans le fait d'essayer d'élargir aussi largement que possible, si je puis dire, notre propre compréhension de ces phénomènes. Et en prenant du recul. Alors Alexis Rostand, vous parlez dans votre ouvrage d'histoire, vous parlez de philosophie aussi, vous l'avez déjà un peu dit, vous convoquez les philosophes, René Girard, Hans Jonas. Concrètement, en quoi la philosophie peut nous aider et voir plus clair en économie et en investissement ? Alors c'est une bonne question. Alors c'est vrai qu'intuitivement on se dit, et Pierre Delezin qui fait la préface commence je crois par ça, que l'économie, la philosophie n'a pas forcément d'outils à apporter pour parler d'investissement. Parce que oui, à la base ça semble pas complètement... Voilà, ça semble assez étranger. Or pas nécessairement, parce que quand on s'interroge quand on lit quelques auteurs, à commencer par Aristote que je recite, il est souvent question d'économie et même d'investissement, donc j'essaie d'exhumer de certains textes la référence même à l'investissement, donc chez Aristote, Xénophon, et puis parce qu'il n'y a pas de raison dans les systèmes philosophiques complets que l'économie, que l'investissement soit exclu du champ de la réflexion. Donc voilà, j'essaie de dire qu'il y a nécessairement des liens, et des liens qui sont explicités dans certains textes que je cite.
Et au-delà de cette connaissance des textes, il y a naturellement la philosophie est un outil de notre propre compréhension, de notre propre souci de l'âme, notre propre, là encore je parlerai d'intégralité, notre propre vocation à trouver du sens dans ce qu'on fait. Et à cet égard, certains des philosophes que je cite, en tout cas moi à titre personnel, et c'est le cas chez les étudiants auxquels j'enseigne, et j'espère plus largement au travers de ce livre auquel j'invite les auditeurs à se référer, il y a des clés de lecture riches. Typiquement, vous citiez René Girard. Et René Girard, qui est un philosophe qui est mort en 2015, que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup lu, assez largement oublié aujourd'hui, mais qui propose une lecture des phénomènes économiques très pertinente au travers de de la théorie du désir mimétique, qu'il n'y a pas de raison, et qui, je pense, enrichit notre compréhension des phénomènes et notre propre travail sur nous-mêmes en quelque sorte. Je renverrai bien sûr, pour ceux qui veulent en savoir plus, à votre ouvrage. Alexis Rostand, vous avez cité plusieurs fois l'idée d'investissement intégral, de personne intégrale. Vous tentez dans votre ouvrage d'élaborer une philosophie de l'investissement, je pense qu'on peut dire ça. Quand vous parlez d'investisseur intégral, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, là encore, j'ai pas de. Enfin, ce livre n'est pas un. Enfin, j'ai pas de proposition de solution à apporter. Qu'est-ce que vous avez essayé du moins d'amener ? Mais non, pour moi, l'investisseur intégral, c'est précisément, alors celui qui investit, et ça ne se limite pas aux techniciens de l'investissement, c'est-à-dire à l'acteur d'une société de gestion comme je suis, mais ça c'est pas un livre comptable. Voilà, non, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde, et à commencer par le particulier qui gère son épargne. Donc potentiellement, on est tous investisseurs, et on est intégral en cela que précisément, on essaie de prendre en compte la dimension, de discerner les dimensions personnelles, sociales, anthropologiques et finalement politiques de l'acte d'investissement. Parce que si on considère que tout est lié, et que l'investissement, a fortiori, a des conséquences en plus assez déterminantes sur l'avenir, puisqu'il le conditionne, il faut essayer d'élargir notre champ de compréhension, d'où l'intérêt de relire philosophe, historien. Donc est intégral celui qui s'échappe de la technique et qui essaie de nourrir sa compréhension à des sources pluridisciplinaires. Voilà. Vous dites que le fait d'investir, ça implique un acte de foi. C'est quelque chose qui est... Enfin, c'est assez peu courant de dire ça. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Assez naturellement, si on reprend l'acte d'investissement tel qu'il est, disons trivialement, c'est donc allouer une somme, un capital en vue d'un bénéfice futur. Et donc ça présuppose de se poser dans le temps, de déterminer sa situation dans le temps et d'anticiper l'avenir. Et la foi, c'est précisément ça. La foi en l'avenir, c'est la foi en quelque chose, c'est espérer, être dans l'espérance, espérer que quelque chose advienne. Et dans le cas de l'investissement, aussi trivialement que ça puisse paraître, et on peut l'appréhender plus largement, ça suppose d'avoir confiance en l'avenir. Littéralement, la foi, c'est la confiance, et l'investissement est donc, de ce point de vue-là, un acte de foi. Alors, pas nécessairement cantonné à son approche chrétienne, c'est pas de la théologie en tant que telle, mais néanmoins, ça m'a paru tellement naturel, et je crois que je conclus le livre par ça, qu'il fallait précisément le formuler, et ce qui renvoie à la dimension finalement métaphysique de l'acte d'investissement, parce que la foi est un acte qu'on pose qui renvoie à notre propre être, et donc l'investissement, de ce point de vue-là, est métaphysique. Alors ce n'est pas un livre de théologie, Alexis Rostand, que vous avez fait, on est d'accord, et en même temps, est-ce que dans l'économie, dans l'investissement aujourd'hui, il manque selon vous une dimension spirituelle, ou en tout cas une dimension verticale ? Vous faisiez référence à la nécessité d'une approche qui soit intégrale. Est-ce que cette intégralité, elle demande aussi une forme de verticalité ? Moi, je pense, et elle est... déjà, si on définit l'intégralité par rapport à ce qu'elle n'est pas, et la verticalité par rapport, disons, à une pure horizontalité, le fait d'être enfermé dans le moment, dans sa propre subjectivité, pour employer un terme philosophique, oui, nécessairement, je pense que la verticalité est une condition d'un dépassement de ça, et donc de la foi et de l'espérance, d'un point de vue chrétien encore. Donc je pense que face à la tentation un peu barbare de se satisfaire de son propre outil et d'en être finalement un peu l'objet, donc c'est toute la
toute la philosophie de la technique, hein, c'est comment la technique finalement se substitue à nous et comment typiquement l'intelligence artificielle remplace l'homme, hein, pour faire très court. À ça il faut opposer, me semble-t-il, la nécessité de se dépasser, et pour ça la verticalité, le point de fuite, que ça soit Dieu ou une autre référence, me semble indispensable. Oui, vous citez l'encyclique Caritas in Veritate par exemple de Benoît XVI dans votre livre. C'est important aussi d'amener une dimension théologique, spirituelle. Oui, bien sûr. Ça tient au fait que il se trouve qu'avant ce livre, j'avais un peu travaillé sur les aspects de l'investissement du point de vue de la doctrine sociale, donc ça a nécessairement un peu enrichi ce travail. Et en effet, et notamment dans Caritas in Veritate, où il y a un certain nombre d'idées qui elles-mêmes sont puisées aux sources de la sagesse grecque et de l'héritage de la doctrine sociale, mais qui sont utiles pour éclairer notamment cette idée de l'économie du don, et que l'économie ne peut pas se limiter au pur calcul économique, mais qu'il y a nécessairement une part de gratuité qui est la condition de son propre fonctionnement. Donc en effet, il y a quelques... moi-même, avant de faire ce travail, je n'avais pas forcément lu les encycliques, et donc j'ai trouvé là-dedans des idées qui me paraissaient intéressantes et qui ont enrichi ma réflexion et que je peux mettre en correspondance avec, en l'occurrence, l'acte d'investissement qui demeure le fil rouge de ce travail. Et en parlant d'enrichir la réflexion, votre bibliographie, par ailleurs, à la fin de l'ouvrage, elle est riche. Vous invitez en tout cas le lecteur à creuser par lui-même après, à aller faire comme vous, à aller lire les textes. Dernière question, Alexis Rostand. Vous êtes plutôt optimiste sur l'évolution de l'économie, de la société en général ? Bon, ça, je saurais pas dire si je suis optimiste, hein, ni pessimiste d'ailleurs. Je crois que c'est la formule de Raymond Aron. Enfin, qu'on soit l'un ou l'autre, on est hémiplégique. Mais non, en tout cas, j'ai pas de raison d'être pessimiste. Vous avez foi en l'avenir. Parce que par définition, l'espérance suppose de se projeter dans l'avenir, dont on ne sait pas exactement ce qui sera. On peut regretter évidemment le passé, on peut regretter notamment la disparition d'une forme de culture générale, mais l'espérance, une forme de joie, elle passe par cette idée finalement assez simple, qu'il suffit de lire des livres pour y retrouver l'absence qu'on déplore, et donc qu'on retrouve le sens. Et donc de ce point de vue-là, je suis plutôt joyeux et plutôt plein d'espérance, pour autant que les gens, sur ce sujet en particulier d'ailleurs, fassent et les gens iront lire votre livre. Du coup, ça s'appelle L'économie, science barbare. On le remontre à l'écran, une philosophie de l'investissement, et c'est publié aux éditions Bollen. Merci beaucoup, Alexis Rostand, d'être venu nous parler de votre ouvrage ce soir. Depuis une quinzaine d'années, on voit fleurir en librairie beaucoup de livres qui nous vantent les atouts de l'éducation dite bienveillante et positive. Hein. C'est une théorie qui se met à l'écoute de l'enfant, de ses émotions, qui vante la compréhension, l'empathie. Pour certains, cette forme d'éducation, eh bien, ça fabrique des enfants arrogants, des enfants irrespectueux, des enfants rois, parfois même des enfants tyrans. C'est le cas de mon invité, Didier Pleu, que je vais recevoir dans un instant. Lui, il dit l'éducation bienveillante, ça suffit. Il va nous expliquer ça dans un instant. À tout de suite. Une des premières clés pour une éducation bienveillante, l'accueil des émotions de l'enfant. Si un enfant court, tombe et se relève en pleurant, cessons de lui dire « Allez, c'est rien » et cherchons plutôt à accueillir ce qu'il vit. Tu as eu peur ? Tu as mal ? Et un pas plus loin, apprenons aussi à nous relier à ce qui est important pour l'enfant derrière son émotion. Si je vais au parc avec mon enfant qui joue au toboggan, puis à un moment je lui dis « Allez, c'est l'heure, on rentre ». Et que là il me dit « T'es méchante, maman !» Au lieu de lui dire « Attention, tu me parles pas comme ça, sinon tu vas avoir une fessée », eh bien je peux entendre ce qu'il vit et lui proposer « Est-ce que tu es furieux parce que tu voulais encore jouer au toboggan ?» Bonjour Didier Pleu, vous êtes depuis près de 50 ans. Oui. Ça ne vous offense pas ? Non. Psychoclinicien. Pour certains, vous êtes un père fouettard. Ah bon. Vous êtes le père fouettard de l'éducation, pour lequel il faut remettre de la hiérarchie et de l'autorité entre parents et enfants. Et puis pour d'autres, vous êtes le chantre de la raison frappée au coin du bon sens. Voilà.
J'aime bien la fin de la définition, ça me plaît bien, parce que le côté père Fouettard, non, j'ai toujours dit amour et frustration. On a retenu frustration. On a retenu frustration. Alors, votre dernier ouvrage qu'on voit à l'écran à l'instant s'intitule « Éducation bienveillante, ça suffit ». Point d'exclamation. Alors, pourquoi ça suffit? C'est si affreux que ça, l'éducation bienveillante. Vous n'y allez pas par 4 chemins dans votre livre. Vous parlez de danger. Oui, parce que je consulte encore et je vois des parents qui sont en burn-out. Je vois des enfants, des ados qui vont de moins en moins bien, et à chaque fois que je demande sur les petits incidents de vie qu'est-ce qui se passe, je n'ai que ces hypothèses de l'éducation bienveillante. Mais attention, c'est l'éducation positive à la française. Ça n'a rien à voir avec les programmes classiques. Alors justement, redéfinissons quand même pour que tous nos internautes et spectateurs, auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Comment vous pourriez résumer l'éducation bienveillante et positive à la française, comme vous le dites? L'éducation positive, normalement, c'était la théorie de ce qu'on appelait l'apprentissage. C'est-à-dire, si un enfant a des petites difficultés, graduellement, je vais l'exposer. Et par des renforcements positifs, des gratifications, ça va aller un petit peu mieux, etc. C'était des programmes, des outils, mais il n'y avait pas un sens derrière. On ne disait pas, attention, derrière tel petit comportement, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'était des outils, simplement, pédagogiques. À la française, qu'est-ce que c'est? C'était une sorte de mix neurosciences. On a pris ce qu'on voulait n'importe où, en disant par exemple que l'hormone le cortisol allait créer des dégâts irrémédiables chez les neurones. Alors bon, s'il y a des colères chez les enfants, vous imaginez les parents, s'il a une colère, boum, il va devenir mentalement déficient dans quelques années. Et il y avait l'ocytocine, hormone de l'amour. Si vous l'aimez, si vous êtes toujours dans l'attachement sécure, l'enfant va aller bien. Donc on a pris ça à la neuroscience, ce qui est archi faux. Les grands neuroscientifiques disent non, on n'a jamais dit ça, c'est des expériences. Ça a été détourné, en fait, ce sont des découvertes qui ont été, des progrès qui ont été détournés, c'est ça que vous dites? Détourné dans le sens où ça a expérimenté chez les rats, et de l'autre côté, c'était vrai chez des enfants extrêmement traumatisés, battus, violentés. Donc non. Ou donc une catégorie spécifique d'enfants. Tout à fait. Donc, mais qu'il y ait un petit stress chez l'enfant, des petites choses, des petits conflits, non, ça ne casse pas les neurones. Donc il y avait cette histoire, et puis... Là, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'était du Dolto New Age. C'est-à-dire j'ai lu dans tous les livres d'éducation bienveillante, surtout chez les grandes prêtresses, exactement les mêmes exigences qu'avait Françoise Dolto. C'est-à-dire pas de verticalité dans la famille. Les enfants n'ont que des droits, et les parents n'ont que des obligations. Attention, derrière un comportement, tout est langage. Alors les parents se disent, qu'est-ce qui se passe là? Il veut trop de bonbons, c'est peut-être qu'il a coincé son Oedipe. Plus d'autonomie chez l'enfant, c'est-à-dire... Laissez-le tranquille avec les horaires de sieste, avec les horaires de coucher, laissez-le choisir ses vêtements. Je vous jure, on me dit toujours que j'ai mal interprété, ce sont les mêmes phrases que j'ai lues quand j'avais écrit Mon Génération Dolto il y a 20 ans. Bon, et donc c'est ce mix-là. C'est pour ça que je dis c'est non seulement un malentendu, mais c'est dangereux pour les parents, parce que quel est le parent qui va oser s'opposer à une approche qui vante la gentillesse, l'expression des émotions et tout ça? C'est bon, l'expression des émotions, mais quand l'enfant transgresse X passage, X feu rouge, il y a un moment donné, le parent a quand même le droit de dire stop là, on n'est plus d'accord, et ça ne va pas le traumatiser. Qu'est-ce que vous voyez concrètement là, et depuis combien de temps vous voyez les dégâts de ce que... l'éducation positive. C'est là que je suis plutôt jeune, parce que 45 ans de pratique, et j'ai vu ça très rapidement. Quand je faisais mes études, j'étais éducateur, j'ai vu l'entrée de la psychanalyse dans l'éducation, et notre foyer de délinquants était devenu un truc où on faisait de la symbolique et tout ça ne marchait pas. Et très vite, quand je suis devenu psy-libéral, j'ai vu qu'au début, il y avait des enfants classiquement faits pour le psy, trop anxieux, angoissés, inhibés. Des enfants qui avaient besoin d'être un peu gonflés à l'hélium, un besoin justement de sécurité affective. Mais j'ai vu très vite que c'était des enfants carencés éducatifs, et ça depuis 30 ans. Depuis 30 ans déjà ? Carencés, oui, parce que c'était la première génération des parents qui disaient faut tutoyer, non ça c'est normal, faut apprendre par les prénoms, nos parents. Moi qui suis un ado de 68, c'était ça. La plupart de mes copains, leurs enfants les appelaient par leur prénom. Donc il n'y avait plus de hiérarchie entre le parent et l'enfant, il y avait le côté copain en fait, c'est ça? Oui, horizontalité qui était réclamée par tous les psys de l'époque. Donc c'était toujours cette histoire de non, et puis surtout le mot frustration. Il y en avait eu tellement avant, tellement. Dolto avait raison là-dessus, il n'y avait pas de respect de l'enfant. L'enfant était un légume dans les années 50. J'ai connu ça, moi. C'est ce que vous racontez aussi dans votre livre, c'est-à-dire les années 50, c'est on frappe les enfants et par
réellement... Moi, je n'étais pas frappé, mais j'avais des copains, oui, martinets, ça existait. À l'école, si, vous êtes tapé quand même à l'école, il me semble. Non, c'est un autre élève, mais c'est vrai qu'on pouvait frapper si on ratait la table du 5 alors qu'on avait 7 ans. 7 ans, quoi. 7 ans, monte sur l'estrade à l'étude et tu vas voir ce que tu vas voir. Donc là, maltraitance. C'était bon. Si mes parents avaient lu Dolto à l'époque, je signais. Donc Dolto avait raison là-dessus. Oui, mais dans un contexte de maltraitance, comme Montessori avait raison à Naples au début du XXe siècle. Mais avec la montée d'individualité, chacun pour soi, le plaisir, etc., et toutes les stimulations qu'il y a eu de plus en plus au niveau de l'immédiateté, du confort et du plaisir, il fallait remettre un peu de réalité. C'est pour ça que j'arrête pas de prôner. Attention, il faut retourner à l'apprentissage des choses déplaisantes et frustrantes. Et alors pour ça, vous dites qu'il faut donner aux enfants des habitudes, des défis, leur faire faire des choses demandées, qu'ils apprennent en fait à faire des choses demandées, et que tout ce qu'ils ne font ne soit pas des choses désirées. Hein, c'est bien ça. Oui, parce que c'est toujours... Je ne suis pas très freudien, mais en tant que philosophe, il n'avait pas tort quand il opposait le principe de réalité au principe de plaisir. On est branché pour le principe de plaisir. C'est ce fameux noyau cubain, etc. Tous les humains ont envie de jouir de la vie et d'avoir du fun parce que la fin n'est pas terrible. Mais c'est pas parce qu'on va jouir de la vie qu'il ne faut pas accepter l'autre partie. C'est-à-dire, oui, mais la réalité est difficile. Et c'est ça l'histoire de la frustration. D'exiger quelque chose de déplaisant à un enfant, c'est l'armée. Regardez, ils n'ont jamais été aussi intolérants en frustration, tout de suite, moi, les écrans, etc. Et on est dans un contexte qui va demander 10 fois plus de frustration. Parce que l'environnement, la crise climatique, c'est ce que vous voulez dire en fait. Oui, les métiers, la précarité des métiers, les changements dans le couple, c'est beaucoup plus open, donc ça ne sera pas des couples qui durent 50 ans. Enfin, ça va être dur, il va falloir accepter une réalité qui est quand même pas tout à fait logiquement sympathique. Je ne dis pas que je suis cynique, je dis mais il faut armer nos enfants, il faut les armer. Il faut regarder la réalité en face et il faut que les enfants les rendent moins vulnérables et que cette forme d'éducation, elle rend vulnérable parce qu'elle est un peu hors sol en fait, c'est ça. Elle est hors réalité. Elle est hors réalité. C'est pour ça que je suis tout à fait favorable quand j'entends dire qu'il faut mieux aller file dans ta chambre que de continuer à converser avec un enfant qui crise. Mais je dis toujours l'origine du mal, c'est pas de rejeter l'enfant et de l'exclure, c'est de dire mais pourquoi il en est arrivé à piquer des colères dans une supérette, à ne pas accepter qu'on enlève son iPhone s'il est plus grand. C'est qu'il n'y a pas eu au départ ces habitudes. Vous avez dit le bon mot. Qu'est-ce qui nous fait accepter les frustrations? Les habitudes. Un enfant, quand il passe du bain rigolo avec maman et qu'il va te brosser les dents tout seul, c'est par habitude qu'il le fait. Mais oui, ça coince. Donc concrètement, là, ces conseils d'habitude aux enfants, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous donneriez comme exemple concret ? Je dirais un peu comme quand on passe du bain avec maman et qu'on passe au brossage de dents, c'est-à-dire l'habitude de s'occuper, de mettre les couverts, des petites tâches ménagères, des petites choses, des routines, donner à manger au chat, de mettre un petit mail à ses grands-parents, cueillir les fraises quand c'est le moment des fraises, la cueillette, j'aime pas ça, ne pas répondre au j'aime pas ça. Oui, t'as pas envie. Vous savez, l'autre jour, j'étais avec une pédagogue québécoise et elle me dit, elle a créé un petit bracelet pour les enfants, c'est marqué j'aime pas ça, mais c'est comme ça. Elle a tout résumé. Vous le disiez, vous l'évoquiez au début de cet entretien, votre mantra, si je puis dire, repose sur 2 piliers, amour et frustration. Oui. Donc vous n'êtes pas effectivement le père Fouettard, pas l'un sans l'autre, que certains décrivent. Non. L'amour est effectivement important et la frustration, puisque le monde est complexe. Mais de l'amour. S'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de respect de l'enfant, s'il n'y a pas d'empathie. Mais moi, je parle d'empathie cognitive. Et je sais que c'est dur pour toi de faire ton solfège ou ta leçon de piano ou les exercices de maths. Cognitivement, mentalement, je sais que c'est dur, mais pas du tout d'empathie affective. Parce que si mon enfant est en train de pleurer avant de faire sa leçon de solfège, on va croire qu'il déprime. Et là, c'est ce qui se passe dans la bienveillance. Exprime tes émotions. On l'accompagne dans le ressenti. Et là, l'enfant, après, il a gagné. Parce qu'il dit, tu vois, maman, je suis malheureux. Non. T'es frustré. Vous parlez d'éducation rationnelle. Il faut revenir à une éducation rationnelle. Oui. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus ? En quelques mots, c'est difficile, mais l'éducation rationnelle, ce serait une éducation réaliste. Ça veut dire, on travaille sur les 3 acceptations. On va élever son enfant pour qu'il soit dans l'acceptation de soi. Nous, l'estime de soi, non, c'est sympa. L'acceptation de soi, l'acceptation, on valorise ce qui est bon, mais on parle des déficits et de ce qu'il faut changer. Vous voyez, il y a toujours le côté
travaille un petit peu sur toi. On se regarde en face, c'est-à-dire on n'est pas qu'un être merveilleux. Non. On a aussi des défauts, on a aussi ça. Parce que la réalité lui rappellera tout l'être merveilleux. Bon, il y a l'acceptation inconditionnelle des autres. C'est-à-dire, je ne dis jamais, comme ils disent dans l'éducation bienveillante, que l'empathie est naturelle chez l'enfant. Elle est naturelle chez les enfants anxieux qui ont toujours peur du regard de l'autre, mais allez dans une crèche, vous allez voir les intrépides, s'ils prêtent le nounours à la petite fille qui n'en a pas. Hein. C'est rare. Donc on apprend. Il y a un apprentissage. On apprend le respect des autres. Est-ce que tu penses à tes grands-parents? Est-ce que tu fais un petit dessin pour les autres? Pour les autres. Il n'y a pas que toi. Et puis l'acceptation de la réalité, c'est... Écoute, Coco, si tu veux être excellent en maths, il faut faire des exercices. Si un jour tu veux être vétérinaire, c'est pas le tout d'aller aux zoos tous les dimanches. Il va falloir que tu travailles tous les soirs. Vous parlez également de réintroduire, une autre de vos recommandations, si je puis dire, c'est de réintroduire de la hiérarchie entre parents et enfants. C'est le vilain mot, mais hiérarchie, je ne veux pas dire par là le retour au pater familias qui décide de tout et des goûts et des loisirs qui fait tout. Mais par contre, il y a un moment donné, oui, le parent est au-dessus de l'enfant parce qu'il connaît mieux le réel que lui. Donc il instruit, il transmet, mais de temps en temps, il impose, il contredit et voire il peut sanctionner. Hiérarchie, c'est pas vilain. Si l'autorité est juste, c'est ce dont je parle dans le livre. Moi, un de mes mentors, c'était mon instituteur de Trouville-sur-Mer qui, lui, on l'admirait parce qu'il nous aidait, il nous gratifiait. Ouais, c'était votre instituteur, c'est ça? Oui, Monsieur Potel, mon instituteur. Et c'est vrai qu'il était là, on se sentait costaud après, mais quand on faisait une blague, boum. C'était ça l'autorité juste. On l'admirait, il nous aidait, mais il faisait pas de cadeaux quand il voyait que un petit enfant de 8 ans, faut quand même aussi le cadrer. C'est ça l'autorité juste. Comment vous expliquez le succès de ces livres et de cette théorie de l'éducation bienveillante et positive? C'est la peur de ne pas être aimé, les parents ont peur de ne pas être aimés par leurs enfants, ou c'est le contraste entre effectivement une éducation dans les années 50, pour résumer, très autoritaire, très patriarcale, et que peut-être là on est dans une période de transition entre deux, peut-être? Je crois qu'il y a eu la crainte de reproduire les schémas d'autoritarisme qui cassaient vraiment les enfants, je crois qu'il y a ça. Et puis de l'autre côté, c'est quand même assez merveilleux quand on dit avec la théorie de l'attachement qu'il suffit d'aimer son enfant, de le sécuriser, il va aller bien plus tard. Oui, là on ne demande pas aux parents d'être conflictuels, on ne demande pas aux parents d'être exigeants, on ne demande pas aux parents d'être quelquefois un peu fermes. C'est dans le dialogue, l'horizontalité, le respect que tout va bien se passer. Si c'était vrai, mais je serais le premier à signer. Mais j'ai vu, le résultat, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Je recommande votre livre, Didier Pleu. C'est un livre très clair, très personnel aussi. Vous racontez, vous revisitez votre enfance normande et trouvillaise. C'est l'âge. Plus précisément, et puis vous remettez aussi en question, vous vous dites voilà, peut-être que j'ai rien compris, je vais aller relire les manuels d'éducation positive. J'ai tout relu, malheureusement, j'avais compris. Et vous n'étiez pas con, parce qu'au départ, vous étiez avec le programme des 3P, si je me... Oui, mais moi, l'éducation positive, j'ai découvert après que ça n'avait rien à voir avec le programme avec lequel j'avais travaillé aux États-Unis. Bon, voilà, mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Bon, enfin, je suis content qu'il y ait des gens comme vous qui commencent à s'inquiéter de tout ça. Formidable. Merci Didier Pleu d'être venu. Je rappelle le titre de votre livre, L'éducation bienveillante, ça suffit, point d'exclamation. Je ne sais pas si j'ai mis le bon ton d'ailleurs. Non, c'est le ton. Ça n'a pas de sens de faire un bâtiment extraordinaire qui ne fonctionne pas. Médiacité, une galerie commerciale construite à Liège par Ron Arad. Et je n'étais pas vraiment attiré par l'idée de faire un centre commercial. Ça n'est pas ce que je fais. Serpents, poissons volants, veines saillantes, rivières ou encore larves géantes. Les images ne manquent pas pour qualifier cette structure composite qui traverse au cœur de Liège le quartier du Nom-d'Oze.